Mais sincèrement, la musique, elle manque quand on ne la pratique pas, quoi. Moi, elle me manque. C'est une source d'inspiration et de sérénité dans un monde de crétins. S'ils doivent nous envoyer leurs bombes, nous mourrons en musique. Et moi, j'ai toujours considéré que la musique, c'était plus fort que la guerre. Quand j'écoute les infos ces jours-ci, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Vous pensez que c'est grâce à la compétition et à la lutte pour la survie des plus forts qu'on s'en est sorti par le passé ? Vous pensez que c'est ça qui nous attend dans le futur ? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment. Quand on regarde les champignons, les plantes ou les animaux, on voit pourtant des associations puissantes et parfois incongrues. Alors, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Dans Symbiose, le podcast avec un S, on va partir à la rencontre de binômes inspirants qui font vivre des collaborations mutuellement bénéfiques. En couple, en famille, entre amis, au travail, il y a des milliers de manières de s'entraider et j'ai envie de vous les raconter. Je suis Amandine Barle et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, je ne vous fais pas une très longue introduction. J'ai envie de vous lancer tout de suite dans l'écoute de l'épisode et je vous donne quand même rendez-vous à la fin pour plein d'informations complémentaires. Bonjour, bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, on est en région Auvergne. On est dans le coin de Clermont-Ferrand chez Françoise qui nous accueille et j'ai avec moi Françoise et Christophe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Mon prénom, c'est Françoise. J'ai 94 ans. Je suis née en 1931. Alors, mon occupation principale, vu ma longue vie, je vais vous parler de la dernière, qui fut en gros les 28 dernières années d'être la secrétaire de mon mari. Et ça a duré 28 ans à peu près, en gros, voilà. Alors moi je m'appelle Christophe Mercier, j'ai 64 ans et je suis gérant de société. Je viens de partir à la retraite au 1er avril, mais je continue à travailler dans une de mes structures et à conseiller mes enfants. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Parce que là, avec la présentation que vous m'avez faite, on ne sait pas, on n'arrive pas à deviner ce qui fait qu'on se retrouve tous dans la même pièce aujourd'hui. Voilà, on est dans la même pièce au nom de la musique et de Bach en particulier. Et je vais dire de Bach en particulier et du hautbois. J'étais dans une formation qui s'appelle Internaute. Internaute, qui était l'orchestre du conservatoire de Clermont-Ferrand. Ouais, moi j'appelle ça l'orchestre des vieux. Des vieux, bon. Et nous faisons partie tous les deux, c'est peut-être aussi une association de vieux, d'une association où j'ai souhaité beaucoup adhérer quand j'ai retrouvé un peu de temps. Mes enfants sont tous partis. J'avais envie de refaire de la musique et surtout de refaire de la musique de chambre. Au conservatoire de Rouen, c'est vraiment ce que j'avais préféré. Parce que pour moi, la musique, c'est merveilleux, mais c'est encore mieux quand on n'est pas solitaire. Quand on la partage avec d'autres, c'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai appris par une amie qu'il y avait une association de musiciens amateurs à Clermont-Ferrand qui s'appelle La Marque. Et entre autres, il y a maintenant plus de 8 ans, j'avais l'habitude de travailler avec un violoniste qui habitait Royat, tout près d'ici, c'était presque un voisin. Et puis un jour, il me dit « Mais je suis à l'orchestre Internaute, j'ai comme collègue un oboïste. Oh, mais écoute, il faudrait que tu le connaisses, ce Christophe, il joue très bien. » Et moi, je ne cache pas que parmi les instruments à vent, c'est l'instrument que je préfère. Donc, j'ai dit « Bah oui, d'accord. » Et il a invité Christophe à venir se joindre à nous. Et ça s'est passé il y a à peu près 8 ans. Et on a commencé à faire quelques concerts. Et Christophe nous a parlé du fait qu'il avait un hautbois d'amour. Or, le hautbois d'amour, c'est moi ce que je trouve le plus merveilleux dans le son du hautbois. C'est un son qui est rond, qui est velouté, qui est fruité. Et le hautbois d'amour, c'était l'instrument de prédilection de Jean-Sébastien Bach. Et j'ai compris très vite que tous les plus beaux airs des cantates, ou des messes, ou des oratorios de Bach, c'était des airs qui avaient été composés pour voix d'alto et pour hautbois d'amour. Alors, je dois dire, ça nous a beaucoup, beaucoup motivés. Mais là-dessus, Christophe nous a dit, c'est pas mal, mais ce qui serait bien, c'est de jouer en église, parce que ça, c'est... Ah bah, j'ai dit, oui,
Alors, comme j'avais accès à l'orgue baroque de l'église de Royat, toute proche, on a décidé de faire des concerts à l'église de Royat. J'ai connu aussi notre violoncelliste André, et on s'est dit, avec ces cantates de Bach, il y a une chose qui serait très très bien, ce serait d'avoir des chanteurs, parce qu'on n'en avait pas. Toujours grâce à la marque, c'est d'ailleurs Paula qui a dit, il y a une nouvelle arrivée à la marque, c'était Lucie. Voilà. Lucie, si tu nous écoutes, on te fait un petit coucou. Donc, on a commencé avec Lucie, il va y avoir 2 ans. Et je trouve que pour ce que nous faisons, c'est un projet formidable. C'est une histoire de collectif, comme souvent tout à fait. Dans ce podcast. Oui, voilà. J'aime bien ça. Bien sûr. Enfin, disons que les œuvres, elles sont écrites pour résonner en groupe. Bien sûr. Et effectivement, quand on les joue correctement, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose. Quoi. Quand on joue du Bach, c'est quand même quelque chose. Là, voilà. Il y a une cohésion même, je trouve. Oui, il y a... à laquelle on ne s'attend pas, parce qu'on n'a même pas de chef d'orchestre. Hein. Et actuellement, nous sommes 8. On est parti de 2, maintenant nous sommes 8. Et j'ai l'impression, quand on travaille à 8, que je les entends tous. Hein. Merci à mes oreilles, qui peuvent encore les entendre. Ça, c'est un point important. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti quand tu as rencontré Françoise? J'ai compris assez vite que Françoise était une personne assez exceptionnelle en fait, et très motivée par la musique. Je pense que la musique c'est très très important dans la vie de Françoise. Mais j'ai été toujours très impressionné par Françoise, qui est une personne pétillante. Ça se sent, t'es la première rencontre, je confirme, j'ai la même impression. Oui, on se trompe pas. Comment vous fonctionnez ensemble? Est-ce que vous avez un cadre pour vos échanges? Est-ce que vous répétez toutes les semaines à un moment précis? Quel est le cadre de votre fonctionnement à tous les deux? En fait, on répète toutes les semaines pour préparer des programmes, avec bien sûr des concerts en objectif. Puis après, nous on a des habitudes avec Françoise, on joue aussi un petit peu à la messe de Noël. Oui, la messe de Noël, cette année, elle était très belle. Françoise est très forte également pour dénicher des œuvres avec son fils, parce que l'œuvre de Bach est simplement grandiose, donc on n'est pas malheureux. Donc ça nous donne quand même beaucoup de plaisir, parce que c'est de la beauté quand même à état pur. J'écoute beaucoup. J'ai aussi toute une bibliographie personnelle à ma disposition. Je sais trouver ce que je cherche. Je navigue au milieu de toutes ces 300 cantates. Certaines ont été reprises dans les messes, dans les oratorios, dans les passions. J'écoute et je me dis, cette cantate, elle devrait bien convenir à la voix de Lucie, à la partie de hautbois de Christophe. Et si c'est possible, on essaie de la déchiffrer. En ce moment, on en déchiffre au moins une nouvelle. Mais depuis janvier, on en a quand même mis sur le tapis 2 autres. D'accord, ok. Toujours des œuvres absolument magnifiques. Et ce que j'ai l'impression, moi, quand on entend ces plus belles pages de Bach, c'est qu'on ne touche plus terre. Voilà. C'est tellement beau, ça nous élève, je ne sais pas jusqu'où, mais on n'a pas besoin de l'avion pour monter si haut. Attention, Françoise parle en connaissance de cause, puisque son premier métier était hôtesse de l'air. Ah oui. Donc attention, je remets en perspective. C'est important du coup comme précision. C'est quoi ton histoire avec la musique, Christophe? Moi, j'ai commencé le hautbois en 71 et en fait, on remplissait les classes dans une ville qui s'appelle Saint-Omer. Et donc, il y avait des places qui étaient libres dans la classe de hautbois. J'ai fait du hautbois à Saint-Omer, puis à Calais avec le même prof, M. Magnier. Puis mon père m'a fait arrêter la musique l'année du bac et je n'ai repris qu'en 94. Mais sincèrement, la musique, elle manque quand on la pratique pas, quoi. Moi, elle me manque. C'est une source d'inspiration et de sérénité dans un monde de crétins. Donc, c'est quand même pour moi une base qui me fait toujours du bien, quelle que soit ma condition. Françoise, est-ce que tu peux nous raconter aussi ton histoire avec la musique? J'ai commencé à faire de la musique sur ce piano. Ce piano, c'est mon père qui l'a acheté avec ses premières économies. Il avait été boursier, il a fait des études de médecine. Il n'avait pas pu faire en même temps de la musique. Il le regrettait toujours dès qu'il s'est installé. Le premier meuble que j'ai dû voir, c'était ce piano qu'il m'a donné quand j'ai pu l'accueillir ici. Quand j'ai été étudiante à Paris, on était trop petitement logés, à 5 dans 2 pièces, et je ne pouvais pas mettre ce piano. Et puis, plus tard, j'ai eu beaucoup d'autres occupations. Élever 5 enfants en même temps, c'est beaucoup. Et dès que j'ai pu, c'est-à-dire presque 50 ans plus tard, il m'a donné ce piano. Je me suis
suis remise à en faire. J'ai repris des leçons de piano. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Oh, j'avais presque 70 ans. Avec mes parents, nous habitions Rouen, qui était une ville en Normandie qui était très, très bombardée. Et lorsque sonnait une alerte, mon père ne voulait plus que nous allions nous enfermer au fond d'une cave où on pouvait être asphyxié, soit par les conduites de gaz ou par les colonnes d'eau qui allaient exploser et nous asphyxier ou nous noyer. Il préférait, si ça devait arriver, que nous mourions tous ensemble et nous nous installions autour du piano qui est maintenant le mien, avec ma mère et mes 4 frères et sœurs. Et il me disait maintenant, nous sommes tous autour de toi et joue-nous tout ce que tu aimes jouer, de Bach, de Schubert, de Beethoven, de Mozart. Tu choisis, tu joues ce que tu veux. Il ne faut pas que nous entendions ces forteresses volantes, c'était les bombardiers de l'époque, arriver, fondre sur nous. S'ils doivent nous envoyer leurs bombes, nous mourrons en musique. Et moi, j'ai toujours considéré que la musique, c'était plus fort que la guerre. Qu'est-ce que Françoise apporte en plus qu'une autre pianiste ? Françoise, elle est drivée par une énorme motivation, donc ça, c'est quand même un facteur très positif. Et elle est tout à fait carrée pour nous accompagner, donc ce qui est quand même très bien. Disons que Françoise a, en plus de sa qualité de pianiste, elle a aussi un leadership en fait qui permet de faire avancer le groupe. Elle a un peu plus de temps, elle a la motivation, et ça pour nous c'est quand même très important. Et puis en plus on trouve des occasions de se produire, et tout ça c'est du travail et de la motivation. Et Françoise, elle a tous ces ingrédients. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est le fait d'utiliser le mot leadership, qui est un mot très moderne, entre guillemets, pour parler de Françoise. Et je trouve ça génial. Oui. Ouais, moi, je ne me trouve pas. Je trouve autant leadership que moi. Hein. parce que tout de même, notre soliste princeps, c'est toi. Parce que ce qu'on recherche, ce que moi je recherche tout le temps, c'est toujours ces airs de cantate ou de messe ou d'oratorio pour voix d'alto et hautbois. Soit hautbois classique, traditionnel, soit hautbois d'amour. Dans nos ensembles de musique amateurs, mais même dans les ensembles classiques, il n'y a pas beaucoup de hautboïstes. Il y en a même très peu. On a la chance d'en avoir un avec nous, mais ça change tout. Moi, s'il n'y avait pas le hautbois, écoute, ces cantates, elles ont été composées pour voix d'alto et hautbois. Et puis, en toile de fond, le petit orchestre baroque de cordes. Tiens, j'ai oublié de te dire qu'on a aussi une violoniste. Donc, bien sûr, on a la flûtiste Paula, Catherine la violoniste, André le violoncelliste, Christophe le hautbois. On a quand même l'impression aussi que le soliste qui mène l'ensemble, c'est le hautbois. Mais personne n'est leadership finalement. Je crois qu'on est tous en symbiose. Ah, c'est joli, c'est le thème du podcast, ça tombe bien. Et voilà. Disons que les œuvres, elles sont faites pour que chacun ait un rôle. Ouais. C'est ce qui fait leur intérêt, d'ailleurs. Bon, alors moi, je dis souvent de Bach qu'il est concertant et déconcertant. Donc, joli. Mais c'est souvent concertant. Alors, quand c'est concertant, ça veut dire qu'il y a un dialogue entre 2 instruments. En l'occurrence, c'est souvent une voix et le hautbois. Et c'est très bien fait chez Bach. Il est très, très inspiré. On s'embête jamais. On fait jamais 2 fois la même chose. C'est assez remarquable. Ouais. C'est exceptionnel. Puis c'est un plaisir. Et quand on le joue bien, ça nous arrive. T'entends, on voit cette résonance, et à ce moment-là, on voit une opulence et on la vit. Et je pense que tout le monde la ressent, quoi. Moi, ça pourrait durer toute la nuit. Ça me gêne. Alors, on me demande des fois si ça me fatigue. Alors, c'est le propre de la musique, quand même, d'emmener très loin et aussi dans le temps. Quand on joue de l'Albinoni ou des choses comme ça, on se retrouve à Venise, avec les images de Venise, avec la musique qui appartenait à ces images. Donc, ça fait vraiment voyager, et ça fait du bien pour sortir un petit peu de notre temps, en fait. Et c'est d'une puissance. C'est vraiment... Il ne faut pas grand-chose. Il faut à peu près... 10 secondes pour sortir, c'est complètement dingue. Ouais. Mais au premier accord, on n'est plus sur place, on n'est plus sur terre. Est-ce que ça vous est arrivé, dans le cadre de votre collaboration musicale, de traverser des difficultés ou des moments difficiles où le fait d'avoir été à 2 ou en collectif vous a permis de surmonter la difficulté ? Tu peux répondre. Oui, on a de temps en temps des petites difficultés en groupe, liées à certains facteurs, mais on est un groupe d'êtres humains. Il y a forcément des petits frottements, comme dans la musique baroque d'ailleurs.
Et puis, moi, je cherche toujours à savoir un peu le fond des choses. C'est pas de la curiosité, mais comprendre pourquoi on a tous nos mouvements d'humeur, le jour où on n'est pas bien, on n'est pas d'aplomb, et puis ça risque d'exploser. On a tous ça, et quand on comprend, on peut se mettre autour d'une table, ou même n'importe, discuter 5 minutes avant de se quitter. On a tout compris, on sait que la prochaine fois, on fera autrement. Oui, mais globalement, on est quand même dans un lieu de bonheur. Oui, où on est content de se retrouver, de découvrir des choses et de faire émerger des œuvres qu'on ignorait en fait. Donc je pense que tout le monde sort enrichi de l'ensemble. Complètement. Globalement, les gens sont enchantés. Enfin, les participants sont enchantés. Puis on a la chance quand même, à travers le nombre d'instrumentistes et de solistes, de jouer des choses que peu de gens jouent en fait, même les professionnels, parce on réunit un petit groupe qui a les moyens de jouer des œuvres qu'on n'entend pas tous les jours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des galères pour préparer un concert ou des galères de concert, ou c'est plutôt quelque chose qui n'a jamais posé problème? Ça donne beaucoup de travail. Comme on est tous assez motivés, ce que j'apprécie beaucoup, c'est votre régularité. Les gens sont engagés, on fait ça sérieusement. Ah oui. C'est pas du tout fait à la légère, pas du tout. Oui, on essaie de donner des chances, mais bon, on est forcément confronté à la réalité. Donc, il y a des églises qui sont très très froides. Chaque instrument a ses petites difficultés. Le hautbois n'en manque pas. Non, mais globalement, c'est de la thérapie de groupe qu'on fait. Oui, j'adore. C'est génial de dire ça. Mais tout à fait. Moi, je pense que mes conditions de vie pendant les 4 dernières années, là, elles ont été très dures, mais c'est la réalité de la vie. Tout le monde passe par des épreuves comme celle-là. Et moi, je me dis souvent, combien de fois je me le suis dit quand mon mari était encore là, que si j'avais pas eu nos répétitions hebdomadaires, je crois que j'aurais pas tenu le coup. Je le dis carrément, parce que c'était l'opportunité de se permettre un répit, de se ressourcer complètement, de reprendre des forces. Mais c'est extraordinaire, ça, c'est le pouvoir de la musique, mais aussi de l'amitié. Cette espèce d'impression de se sentir tous en communauté, dans un même projet de beauté, dans une musique qui nous transporte, mais c'est un pouvoir thérapeutique, c'est ce que tu dis, tout à fait exceptionnel. Est-ce que tu as appris des choses sur toi, Françoise, en travaillant avec Christophe, spécifiquement? Non. J'aime bien aussi. T'es la première à me répondre non. C'est vrai? Non, mais sur moi, je ne crois pas. Il y a un exercice auquel je m'astreins depuis un âge très très ancien. Ça doit être autour de 17 ans. Mon premier cours de philo, c'est le seul qui m'ait laissé un souvenir. Le professeur, qui était un grand blessé de la guerre de 14, très cultivé, érudit, il s'est approché du tableau, il venait d'entrer dans notre classe, et sur le tableau, il a écrit en grec une phrase, et il nous a dit, est-ce que certains savent ce que j'ai écrit là? Eh bien, c'était gravé sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Eh bien, j'ai jamais oublié. Je n'ai rien retenu du cours de philo, sauf ça. Et toute ma vie, j'y ai pensé. Je me suis dit, toute ma vie, quand j'aurai moins de charges familiales, je referai de la musique. C'est arrivé très tard, et je me suis dit, si c'est maintenant, il faut que ça marche. Et j'ai continué, j'ai eu confiance. Et tu vois, samedi dernier, ce stage de musique, je me suis dit, mais à mon âge, c'est délirant d'aller faire un stage de musique de 9h du matin à 6h du soir. C'était même assez dur physiquement, parce qu'il faut tenir. On s'est juste arrêté une petite heure pour faire notre petit pique-nique, et puis tenir jusqu'au soir. Et je me suis dit, non, il faut que ça marche. Et ça a marché, et parce que je me connais, et que je sais que ça pouvait se faire, il faut s'y préparer et faire les choses comme il faut. Christophe, est-ce que toi, tu as appris des trucs sur toi en travaillant avec Françoise? Je dirais que Françoise, pour moi, c'est un exemple. Donc, et j'admire son activité et sa dynamique. Disons que j'ai réalisé des choses que j'aurais aimé faire, et ça me fait plaisir, quoi. Voilà, donc, et puis non, on s'entend bien. Bon, on est des vieux trucs, donc... découvrir des choses nouvelles sur moi. Non, on ne sait jamais. Ça va commencer à être tard.
Voilà. Je pense que tu as dû aussi te dire allez, il faut que je me prenne en charge et puis il faut que j'ai confiance en moi et en avant, je fonce. Ah, j'ai pas trop le choix. Hein. Ah, mais non, on n'a pas, moi, je me suis toujours dit ça, exactement, je n'ai pas le choix. Les solistes, on n'a pas trop le choix. Non, mais dans la vie non plus. On n'a pas le choix. On a l'habitude. Alors, mais je suis assez d'accord avec Françoise. Moi, je dis pas connais-toi toi-même, mais je dis quelque chose qui est équivalent. En fait, je dis qu'il faut savoir ce qu'on veut. Bah, c'est ça. C'est la même chose. Et donc, quand on se connaît, on finit par déterminer ce qu'on veut. Et puis. Et ce qu'on veut pas. Et ce qu'on veut pas. Et on l'élimine. Voilà, donc, mais on ne peut pas tout faire dans la vie. Il faut choisir des options. Et moi, je suis enchanté de faire ce qu'on fait en groupe. S'il y a des gens qui entendent ce podcast et qui veulent venir vous écouter, parce que ça donne cette envie-là, en fait, quand on vous écoute parler, comment ils vont faire, ces gens, pour vous trouver ? Alors non, je ne pense pas qu'on soit publié sur YouTube ou quoi que ce soit. D'accord. Non, mais je pense qu'on te fera entendre tout à l'heure le dernier enregistrement qui a été fait il y a une semaine. Hein. Le prochain concert, le 5 octobre à Roya, ça sera plus abouti. C'est quoi la plus grande qualité ? Alors, tout à l'heure, tu as parlé de tout ce que Françoise a apporté au groupe. Selon toi, c'est quoi sa plus grande qualité ? Françoise a pas mal de qualités. Hein. Et beaucoup de défauts aussi. Sa plus grande qualité, c'est sa motivation pour la musique, de mon point de vue. Ouais, non, mais et à l'inverse, ça serait quoi pour toi la plus grande qualité de Christophe ? Sa motivation pour la musique et pour celle de Bach. Et puis aussi, moi, j'ai toujours admiré le fait qu'avec les responsabilités qu'il avait en tant que chef d'entreprise, je sais très très bien ce que ça suppose. Le temps qui lui reste pour la musique, il n'est peut-être pas toujours aussi long que celui que j'ai moi. Hein. D'arriver à ce niveau, chapeau. Hein. Je pense que tu t'astreins tout de même à une pratique musicale régulière, parce que sinon... nous, on n'a pas le choix. Hein. Puis le hautbois ou le violon, c'est des instruments qu'on doit pratiquer, même le piano, enfin tous les instruments. Mais le hautbois, c'est quelque chose de particulier, parce que il y a quand même les muscles des lèvres qu'il faut entraîner régulièrement. On n'a pas le choix. Il faut en faire... Moi, j'essaie d'en faire 4 à 5 heures par semaine. Quoi. Ah ouais, quand même. Okay. Ah oui, ça rigole pas. En dehors des répétitions ou avec non, les répétitions ? en tout. Okay, 4 à 5 heures, c'est mon rythme. C'est déjà énorme, effectivement. Quand même, c'est un instrument qui est éprouvant quand même. Hein, donc, quand on en fait 1h30, ça secoue quand même le cocotier. Du coup, on arrive à la question bonus et aujourd'hui à quelqu'un d'un peu spécial pour moi. Juste un peu. Bonjour, je suis la maman d'Amandine, je m'appelle Suzanne. Alors ma question en fait c'est si vous aviez une œuvre parmi celles de Bach que vous retiendriez, celle qui vous transporte le plus, qui reprend un peu l'ensemble des propos que vous avez pu avoir, celle qui fait écho avec la cohésion, avec l'union, avec l'élévation, c'est laquelle que vous choisissez ? Ce serait peut-être qui est la cantate BWV 170. Ouais. Voilà. Vergnügte Ruhe, c'est la sérénité dont on jouit, dont on profite. Quoi. Je trouve que là, on a une bonne osmose et il y a une belle résonance dans le groupe et dans l'œuvre, en fait. Je pense que Lucie, elle serait aussi d'accord avec ça. On a trouvé un équilibre dans cette pièce et elle est simplement opulente. Hein. Elle est formidable. Hein. Écoutez-la sur Internet si vous avez l'occasion. Quand on joue, on ne peut pas être autrement que serein. Oui, et puis emporté. En fait. Emporté par... oui. Moi, je dis toujours, quand on commence à travailler des œuvres comme celle-là, je sens qu'on a laissé notre fardeau de soucis, d'angoisse et tout ça à la porte. Qu'est-ce que tu dirais à la Françoise d'il y a 9 ans qui ne connaissait pas encore Christophe ? Je dirais que je ne savais pas que j'aurais cette chance de pouvoir réaliser des projets que actuellement je trouve tout à fait exceptionnels pour notre petit ensemble. Parce que vraiment, ces cantates que j'ai si souvent entendues sur YouTube ou bien en CD, elles sont magnifiques, mais on a très très rarement l'occasion de les entendre en concert. Vraiment pas. Et là, nous avons l'occasion, nous-mêmes, d'essayer de donner le maximum de nous-mêmes pour les interpréter dans ces lieux qui sont faits pour ça. Parce qu'il n'y a pas de doute que aussi bien le hautbois, mais aussi les voix, et surtout les voix, eh bien les églises
romanes surtout, ou même gothiques, elles ont été construites pour ça. Tout était fait pour que les voix partent du cœur et qu'elles soient projetées jusqu'au bout de la nef et dans les bas-côtés. Et c'est vrai que le hautbois, c'est pareil pour le hautbois. C'est le roi de l'église, parce qu'il projette très loin et précisément, quoi. Donc, généralement, il a son succès dans toutes les églises. Moi, je pense à cette question-là. Je pense à Françoise Hardy, là, et sa chanson « Tant de belles choses » qu'elle a écrite pour son fils quand elle a appris qu'elle avait un cancer et qu'elle voyait que son fils en était perturbé. Oui. Et donc, il y a tant de belles choses, quoi. En fait, il y a encore beaucoup de choses à vivre, quoi, en fait. Donc, c'est la preuve qu'on arrive à vivre des belles choses qu'on n'imaginait pas. Je veux dire, puisque on tâtonne à chaque fois pour essayer de trouver quelque chose qui nous convienne, parce que malgré tout, nous sommes des musiciens, donc on a quand même des limites par le fait que nous ne sommes que des amateurs. Donc on doit choisir des choses qui nous conviennent quand même. Je pense à notre oboïste, peut-être tout de même un amateur éclairé. On a compris, même si on l'a jamais entendu jouer pour l'instant, que c'était un très bon oboïste. Est-ce que tu aurais quelque chose à raconter sur la manière dont tu as rencontré Bach, la manière dont il a pris cette place dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que Bach, d'un coup, ou pas d'un coup, peut-être que c'était progressif, est arrivé comme ça à te transporter? Moi, j'ai eu un professeur, dès l'âge de 6 ans, qui m'a fait comprendre que quand on apprenait le piano, eh bien, une journée ne commençait jamais sans avoir joué une œuvre de Bach. Mais j'ai toujours fait. Mais ce matin, j'ai joué du Bach. En vous attendant, là, j'ai joué une œuvre de Bach. Mais j'ai toujours joué, tous les jours, une œuvre de Bach. Ça me paraît pas... Et il y en a tellement, là. Avec le clavecin bien tempéré, avec les inventions, avec les partitas, on a tout ce qu'il faut. Et bien d'autres. Alors, il faut faire un petit peu attention avec Bach, parce que Bach, il y a un côté mélodique... Et puis, il y a un côté mécanique. Oui, donc, les gens connaissent pas bien... nous, on a la chance de traiter essentiellement le côté mélodique. Et là, c'est là qu'il est vraiment très inspiré. Alors, moi, je ne dirais pas que c'est mécanique. Je suis même contre ça n'est pas mécanique, c'est profondément harmonique. Oui, c'est harmonique et mathématique, en fait. C'est ce que je voulais dire. Là, mais enfin, c'est génial. Les accompagnements de Bach avec les modulations, c'est un art absolument consumé. C'est extraordinaire, les accompagnements. Ouais, alors, là, il y a des fans et il y a des moins fans. C'est plutôt des équations, en fait, que avec des évolutions, mais bon. On travaille les préludes et les fugues. Mais les fugues, il faut quand même voir qu'à 3 ou 4 voix, quand tu introduis une voix supplémentaire, plus une deuxième, plus une troisième, tu arrives à une construction harmonique qui est absolument fabuleuse. Et c'est entièrement construit. Il n'y a pas du tout de hasard. Oui, c'est pour ça que y a un petit côté... c'est beau. Oui. Alors là, moi, je suis pas toujours sur ce côté-là. Soyons clairs. On a un désaccord en live sur des amateurs de Bach. Voilà, c'est pas le côté qui le désaccord, ils sont graves. Oui, voilà, c'est pas le côté qui m'intéresse chez Bach, mais moi, je préfère son côté qui est vraiment inspiré, c'est-à-dire spirituel, je vais même dire. Oui, bon, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes chez Bach et qui sont exceptionnelles. Enfin, là, il y a un concerto pour hautbois, je crois qu'il s'appelle le 1059. Où il y a un presto qui est un feu d'artifice. C'est vraiment un feu d'artifice. Je le note pour aller l'écouter après. Oui, c'est le presto, le 1059. C'est du Bach. Bach devait produire beaucoup. Il avait des astuces pour le faire et donc il construisait des choses. Alors ça, il a eu aussi énormément d'inspiration dans ses mouvements mélodiques, enfin dans ses arias, dans beaucoup de choses. Et c'est là qu'il est. Là, je trouve qu'il est très, très, très impressionnant. On arrive à la dernière question déjà de ce podcast. Alors c'est une question passage de relais, c'est-à-dire que je vous demande si vous avez un binôme, que ce soit possible ou pas, puisque on m'a déjà cité des binômes pas possibles, que vous connaissez et que vous avez envie de mentionner aujourd'hui en disant moi je passe le relais à tel binôme, ou même que vous connaissez pas personnellement, où vous dites ah là là moi j'adorerais, j'en sais rien, écouter Bach et machin jouer ensemble dans une église, que ce soit fictif ou réel, s'il y a un binôme que vous aimeriez entendre dans une interview comme ça serait qui? Alors moi je pense à un binôme
que j'apprécie beaucoup, Et donc là, du coup, tu parles de Benoît et de Lucie. qui, en plus d'être musiciens ensemble, ils sont en couple. Aussi. Mais voilà. Parents de Félix. Exactement. Parce que je pense qu'ils sont à la fois tout à fait en symbiose, très unis dans la musique, et c'est même quelquefois assez émouvant. Entre autres, je pense au stage que nous avons fait samedi. C'était un travail très très intéressant dans un leader de Schubert pour duo, baryton et voix de mezzo-soprano, dans l'air Et Misericordia du Magnificat de Bach, absolument magnifique, et où ils se répondent tout à fait, toujours sur ces thèmes de Bach très élevés et qui nous transportent. Et enfin, dans un très bel Ave Maria de César Franck, pour voix d'alto et voix de baryton, où aussi ils sont très beaux à entendre. Eh ben super, j'aime bien ce passage d'Orlé, ça fait une boucle avec les gens qui nous ont amenés jusqu'ici, donc c'est génial. Exactement. Parfait, merci. L'autre binôme que j'ai connu, qui a fait quelque chose, c'est ma femme et moi, puisqu'on a lancé des entreprises. Mais... Tu connais la femme de Christophe ? Oui. Tu penses quoi de leur binôme ? Tu vois, je découvre, je ne savais pas qu'elle avait fait des choses avec toi, mais... elle travaille avec moi. Elle travaille avec toi. Bon, elle est éminemment... sympathique, charmante, on peut pas dire, elle est adorable ta femme. Oui, et puis c'est une artiste, c'est une artiste en plus. Voilà, c'est tout ce que je la connais pas beaucoup, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à la rencontrer, et tu connais ses gâteaux aussi. Je connais ses gâteaux. Alsacien. Alsacien, j'en ai. Oh wow, oui, ok. oui. Le beurre avec un. D'accord. Très bon. Je suis très contente parce que vous êtes mon premier duo musical, et comme la musique fait prendre la place dans ma vie, je voulais absolument avoir un duo musical, et vous êtes le premier, donc je suis très très contente de vous avoir reçu aujourd'hui. Voilà. Eh ben merci, on va s'arrêter là-dessus, et puis je vous souhaite plein de beaux moments de partage comme ceux que vous nous avez décrits aujourd'hui. Vous nous avez vraiment transportés en nous les racontant, donc je vous souhaite que ça continue. À un très bon concert le 5 octobre à Roya. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Symbiose, et j'espère qu'il vous a plu. Je vous mets juste avant les recommandations un petit extrait du concert privé enregistré sur mon téléphone que Françoise et Christophe ont fait pour nous à l'issue de l'enregistrement. C'était le 10e épisode de Symbiose et le dernier épisode de la première saison. Ne partez pas tout de suite, j'ai encore des choses à vous dire. La première, c'est une recommandation musicale. Bien sûr, je ne pouvais pas vous laisser sans recommandation musicale pour cet épisode qui parle de musique. Et j'ai choisi une fugue, mais pas n'importe quelle fugue. J'ai choisi la fugue pour saxophone en do mineur, qui est dans le dernier album du groupe Deluxe sorti cette année. C'est un morceau qui nous fait sortir un peu du registre classique, mais qui nous permet d'apprécier un morceau collectif, sans parole, avec une vraie harmonie entre les différents instruments. Et c'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui. L'autre recommandation, c'est un documentaire vidéo du New Yorker qui dure 15 minutes et qui parle d'Elisabeth, une haltérophile de 95 ans. Pour cette recommandation-là, je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je l'ai choisie. Comme d'habitude, vous pourrez trouver dans l'article Substack qui accompagne l'épisode toutes les informations que je viens de vous donner et bien plus encore. Même si c'est la fin de la saison 1, restez à l'affût car un hors-série va sortir probablement avant l'été. La saison 2, quant à elle, arrivera en septembre et je vous y réserve des magnifiques surprises. Je réfléchis aussi à faire un épisode spécial questions, donc si vous avez envie de poser une question sur un épisode de la série ou sur le fonctionnement du podcast, c'est le moment, vous pouvez m'écrire par mail ou dans les commentaires du podcast et j'essaierai d'y répondre très prochainement. De mon côté, j'ai aussi un message à vous faire passer. J'aimerais vraiment que le podcast gagne plus en visibilité car je considère que les histoires qui y sont racontées sont de belles histoires qui méritent d'être diffusées largement. Alors si vous pensez comme moi, envoyez le podcast à quelqu'un de votre famille, à vos amis, parlez-en, laissez un commentaire, mettez des étoiles sur vos applications d'écoute. Bref, envoyez-lui toutes les ondes positives
qu'il mérite. Je remercie encore Héloïse Dorizuru pour le logo et Stella Jean pour l'accompagnement musical. Je vous souhaite un très bel été. Je vous donne rendez-vous très vite pour un hors-série un peu spécial et aussi en septembre à la rentrée pour la saison 2. À très vite.